Réseau. On démarre en trombe avec l'actu chaude, les bails du jour sortis du four par la clairvoyante Laurence Méride. On démarre avec le hashtag balance ton voleur ou quand les commerçants cherchent à se faire justice eux-mêmes sur les réseaux, quitte à finir en prison. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter la méthode du doxing, une pratique répandue aux États-Unis qui consiste à rendre publiques des informations privées sans le consentement de l'intéressé dans le but de lui nuire. Aux quatre coins de la France, Guirane, de plus en plus de commerçants diffusent des images de leur système de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux pour dénoncer les gens qui volent dans leurs magasins. En avril dernier, un supermarché du Tarn-et-Garonne avait carrément décidé de mettre en avant les visages des présumés voleurs sur un grand panneau à l'entrée du magasin, accompagné de la mention « voleur du mois » comme on élit l'employé du mois. 5 mois plus tard, gérant d'un dépôt-vente en Moselle, Nicolas Zimmer, lui, il a diffusé des images d'un vol à l'étalage. Il a raconté à France Inter comme ça lui a réussi. Ces clients se sont vus sur Facebook et sont venus nous rendre les objets qu'ils ont volés. On a fait ça même pas dans le but de menacer ou de récupérer notre bien. C'était vraiment pour montrer le ras-le-bol. On sait très bien qu'on n'a pas le droit, mais pour faire évoluer les choses, on va devoir passer par des actes comme ça. Nicolas a raison, les commerçants n'ont pas le droit de faire ça et ils risquent gros. Diffuser des images de vidéosurveillance en dehors de tout cadre légal est puni d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Depuis l'affaire Samuel Paty, le doxing, qui consiste à diffuser des informations privées sans le consentement, comme je le disais, est même passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Surtout qu'en fait, ces actions, elles peuvent aussi interférer dans des enquêtes en cours. Non, bien, je ne sais pas quoi penser, je suis perdu de cette histoire. Voilà, je sais pas ce que fait la police. Voilà. Après, moi, je veux bien qu'on donne des informations sur des gens qui volent, tant que c'est François Fillon. Oh, l'argent. Laurence, on continue avec le dernier volet du jeu vidéo God of War Ragnarok qui explose tous les compteurs. Sorti mercredi dernier, God of War Ragnarok enregistre l'un des meilleurs démarrages de l'année pour un jeu vidéo. Vous entendez derrière la bande-son d'ailleurs du jeu vidéo. On n'a pas encore de chiffres précis, Guirane, mais d'après les tendances en Angleterre, en une journée, Ragnarok a fait mieux que son aîné God of War 2018 en une semaine. Donc en une journée, il y a autant de God of War Ragnarok qui se sont vendus que de God of War 2018 en une semaine. Donc franchement, c'est pas mal. Sur Twitch aussi, le lancement a été phénoménal. Près de 500 000 spectateurs ont regardé Kratos et son fils Atreus partir pour leur nouvelle aventure dans un paysage hivernal et apocalyptique. C'est le deuxième meilleur démarrage sur Twitch pour un jeu PlayStation, derrière The Last of Us Partie 2. Ben bravo déjà, et moi j'ai envie de dire un truc, on embrasse évidemment Kratos et toute sa famille. Maintenant, Guirane, le site numéro 1 de la revente de sneakers se met à la contrefaçon. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est une info passée un peu inaperçue en France. Le leader mondial de la revente de sneakers et d'autres types d'objets, mais surtout de sneakers, qui s'appelle StockX, le site a changé la semaine dernière un élément important. Et puisque maintenant ils ne garantissent plus de vendre des articles 100% authentiques. Ça veut dire qu'ils vendent des contrefaçons et c'est illégal ça. C'est plus subtil que ça. En fait, StockX ne vend rien à proprement parler. Ils mettent en relation un acheteur et un vendeur. Exemple, j'ai loupé une paire de Jordan à sa sortie, paf, tout s'est vendu, c'est en rupture de stock. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mes petits doigts et je vais sur StockX. Alors évidemment, là, je tombe sur des gens qui ont acheté la paire et ils la revendent au plus offrant. Je clique, je m'entends sur un prix, je clique sur acheter. Le vendeur, il me l'envoie pas, il l'envoie chez StockX, qui s'assure qu'elle est neuve, la paire, et qu'elle est pas fake, que c'est pas une contrefaçon, qu'elle est véritable. Et ensuite, seulement, il me l'envoie ou pas. Ok. Voilà. Et en fait, ils revendiquent StockX 97 ou 99% de taux de réussite dans leur authentification. Et c'est d'ailleurs l'argument principal de la plateforme. Et pourquoi maintenant ils ne garantissent plus que les articles soient vrais ? C'est dû à quoi ça ? En fait, depuis début 2022, la plateforme elle est attaquée en justice par Nike, qui accuse StockX de laisser passer beaucoup de contrefaçons et de ne pas avoir 99% de réussite. Et en plus, alors Nike dit avoir des preuves, le géant à la virgule aurait commandé plusieurs paires sur StockX pendant plusieurs semaines et ils disent avoir reçu plusieurs
paires qui sont des contrefaçons. Alors c'était en février ou en mars ça, et ils accusaient en plus StockX de vendre des paires virtuelles en NFT de Nike. Et là ils ont dit bah non, en plus vous pouvez pas faire des fausses paires avec notre logo dessus. Et voilà. Mais depuis StockX avait un peu réagi et depuis on n'entendait plus trop parler de l'affaire, mais il se pourrait que Nike, en fait, ils aient multiplié les procédures, que StockX, ils aient dû payer beaucoup en frais d'avocat et que là, ils ont choisi de plus mettre donc 100% authentique à côté des photos des objets en vente pour des raisons juridiques. Maintenant, ils disent juste que les objets qu'ils vendent sont neufs, plus garantis à 100%. Ce qui rend l'argument de vente de StockX beaucoup moins intéressant. Bah ouais, en fait, en plus, ils admettent que leur processus d'authentification a des failles. Alors, allez sur YouTube et tapez StockX fake. Là, vous allez tomber sur une centaine de vidéos de mecs qui ont fait des tests, envoyé une fausse paire pour la vente, et en fait, la vente a été validée, elle est passée crème. Au calme. Alors, en fait, le truc, c'est que ce sont des humains qui vérifient, et bah, les humains, ils peuvent faire des erreurs. En plus, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vrais moyens infaillibles de reconnaître une vraie paire d'une fausse. Le seul moyen de savoir si, si c'est une paire, c'est si tu l'achètes directement chez le fabricant ou dans un magasin officiel. Et alors, si c'est vraiment le procès de Nike qui a poussé StockX à changer donc cet argument de vente numéro 1, bah, ça risque d'avoir un gros impact sur eux, déjà, parce que pendant un moment, des gens vont dire bah, attendez, il y avait 100% authentique, maintenant, ça l'est plus. C'est bizarre, vous vendez des faux, c'est ça ? C'est exactement la réaction que tu as eue. Et puis, peut-être même sur le marché du resell en général. D'ailleurs, Nike a décidé de contrer le marché de la revente. On en a parlé récemment d'ailleurs dans Réseau. Ils multiplient les tentatives, ils ont changé leurs conditions de vente et ils veulent vraiment freiner le phénomène du resell. Et là, si StockX ne garantit plus rien, ça montre un truc à tout le monde, ça lance un message. Nike, ils disent, en fait, personne n'est capable de connaître la vraie paire. Le seul moyen, c'est vous l'acheter chez nous. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Nike s'attaque comme ça aux gens qui revendent. Parce qu'ils vendent leur paire, donc forcément ça fait de la pub à Nike. Donc je comprends pas, ça popularise le produit encore plus. Déjà qu'ils sont hyper populaires, donc pourquoi ils font ça ? Se dire que sur certaines paires limitées, on voit des prix délirants en paires de revente, ça peut même augmenter la cote de la marque. Sauf que si à chaque sortie, les clients qui veulent vraiment la basket pour la porter, pas pour la revendre, ils n'arrivent plus à acheter. Ils n'arrivent plus à acheter parce qu'il y a des revendeurs qui ont programmé des robots qui achètent tout en une minute et qui ensuite les revendent le triple ou plus que sur des plateformes, ou même que des magasins officiels, genre Foot Locker et machin, détournent des paires et les mettent pas en vente, mais ils les revendent plus cher ensuite sur Internet. Mais au bout d'un moment, la clientèle, la base, elle en a marre. Et là, tu laisses les concurrents avoir un espace pour devenir plus cool que toi, parce que on peut plus facilement avoir des paires qu'on aime bien. Donc là, je pense que en fait, Nike là, ils attaquent parce que ils vont sûrement, je pense, d'une manière ou d'une autre, organiser eux-mêmes la vente en seconde main, la revente. Donc quand tu dis ça, en fait, tu veux dire que par exemple Foot Locker aura plus le droit de revendre des Nike. Non, c'est-à-dire que eux-mêmes, si on veut revendre ces paires, on pourra peut-être l'avoir, ils vont peut-être créer une petite marketplace sur l'appli Nike par exemple. Ça c'est juste un pressentiment, j'ai aucune preuve là-dessus, mais je vois pas pourquoi ils se priveraient de le faire. Et puis là maintenant, en termes d'image, c'est plutôt pas mal, parce que là ils ont un côté, on va défendre les consommateurs qui veulent vraiment leur truc, contre les resellers qui se gavent, et puis l'avantage quand tu fais ça, c'est que ça évite de parler des polémiques qui disent que tes produits sont fabriqués peut-être par des esclaves ouïghours ou des enfants vietnamiens. Réseau. Laurence, tout à l'heure, on va prendre un billet pour le futur pays le plus peuplé du monde, l'Inde. Démocratie de façade pour mieux mener sa dictature numérique. L'Inde est aussi le pays qui compte le plus de coupures d'Internet. Le gouvernement en interdit l'accès quand bon lui semble. La population est donc totalement contrôlée sur les réseaux sociaux là-bas. Alors ça, c'est un teasing de ouf, déjà. Avec ses 1,4 milliard d'habitants sur les 8 que compte désormais la Terre, tu nous l'as dit tout à l'heure en ouverture de cette émission, l'Inde devrait connaître une explosion de sa population urbaine, Guirane, dans les prochaines décennies et surpasser la Chine. Et avec ça, il va y avoir plein de défis quasi insurmontables à relever. Les mégalopoles du pays sont pollués, surpeuplés, il y a des bidonvilles à perte de vue, des millions de foyers n'ont pas accès à l'eau courante, et on parle même pas des températures incroyables en ce moment, des 50 degrés en février. Les conditions de vie risquent de se détériorer davantage, évidemment, surtout pour les plus fragiles, les plus pauvres. Exactement. Et en plus, selon un article de la correspondante du journal Le Monde dans le pays, l'Inde, c'est aussi le pays d'un intrigant record, celui où on compte le plus grand nombre de coupures Internet dans le monde. Le groupe de
réflexion et de défense des droits numériques, Access Now, en a relevé 106 au cours de l'an dernier. Alors, c'est un chiffre très parlant qui révèle ce qui se passe là-bas. En Inde, l'espace de contestation se réduit. Le pays ne cesse de dégringoler dans les classements sur la liberté de la presse. Et il y a de sérieuses interrogations qui émergent sur l'état général de la démocratie. Là, je cite l'IFF, l'organisation indienne de défense des libertés numériques. La démocratie, en gros, vire en dictature, c'est ce qu'ils disent. Et le contrôle de la population passe par les réseaux sociaux. Depuis des années, le gouvernement cherche à prendre le pouvoir dessus. Le 28 octobre, un nouveau cap a été franchi. Une loi valide désormais la création de comités d'appel. C'est une victoire pour le gouvernement du Premier ministre, Narendra Modi. Les réseaux sociaux vont devoir lui rendre des comptes désormais. Alors comment ? Le comité d'appel va permettre de revenir sur les décisions prises par les plateformes en matière de modération. Chaque comité sera composé d'un président et de 2 membres qui seront nommés par le gouvernement et qui aura pour mission d'analyser et de potentiellement annuler une décision prise par un réseau social, comme par exemple, ils pourront revenir sur un compte Twitter qui a été banni, tu vois. Oui. Ou de demander à bannir un compte Twitter. Exactement, Voilà. Ça va dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. L'IFF, à cause de ça, craint que la mesure n'incite les réseaux sociaux à retirer toute forme d'opinion qui pourrait déplaire au pouvoir, évidemment. Bah oui, c'est le risque. Et d'ailleurs, il y a toujours eu ce qu'on appelle de la friture sur la ligne entre le pouvoir de New Delhi et les géants du web. Depuis l'an dernier, les plateformes sont d'ailleurs reconnus totalement responsables de tout ce qui est publié en ligne et ils doivent retrouver l'expéditeur du premier message s'il a été à l'origine d'une manifestation ou de n'importe quoi qui est jugé comme trouble à l'ordre public. Exactement, et ça va même plus loin que ça, Guéran. Au printemps 2021, en pleine pandémie, le gouvernement a également exigé de Twitter qu'il retire des contenus qui critiquaient sa gestion catastrophique de la deuxième vague de Covid. Le réseau social chinois TikTok est interdit en Inde, comme 59 autres d'ailleurs applications chinoises, au nom de la sécurité nationale indienne. Autre exemple de la mainmise du gouvernement indien sur les réseaux sociaux, en février de l'an dernier, ça faisait plus d'1 an que le pays était secoué par des manifestations d'agriculteurs. Eh bien, Disha Ravi, une jeune activiste pour le climat, a été arrêtée pour avoir uniquement partagé un document Google qui listait les moyens de soutenir les agriculteurs, les grévistes. Malheur à elle, parce qu'à cause de ça, elle a été accusée de conspiration et de sédition, 2 délits passibles de prison en Inde, donc ça va vraiment loin. Et ce n'est que 3 exemples parmi des centaines, voire des milliers d'autres. Alors, les autorités indiennes s'attaquent même directement aux plateformes, aux réseaux sociaux, après des demandes de modération en rafale et même une descente de police dans leurs locaux en Inde. Il les touche au cœur carrément. Twitter, ils se sont dit qu'ils allaient répliquer, quoi. Ils n'en pouvaient plus, là, le réseau social, qui ne compte d'ailleurs plus aucun employé en Inde depuis l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. Oui. Ouais, a déposé un recours au tribunal contre certaines de ces demandes-là du gouvernement, car elles s'appuient, selon lui, sur des bases trop larges et arbitraires. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils entendent par là, mais en tout cas, ils n'étaient pas d'accord. WhatsApp aussi est monté au créneau. La messagerie de Meta, qui compte 500 millions d'utilisateurs en Inde, a également porté plainte contre le gouvernement l'an dernier. Le réseau social estime que leur demande d'identifier le premier auteur d'un message, comme tu le disais tout à l'heure, là, viole le droit à la vie privée des utilisateurs. Quand j'ai lu cet article, Guéran, on en a discuté tous les deux hors antenne. Moi, j'ai d'abord une première réflexion, et d'ailleurs, tu étais d'accord avec moi à ce niveau-là, que c'est important, c'est plutôt bien en fait qu'un gouvernement se penche sur la question et qui décide d'encadrer les réseaux sociaux. Oui, de les mettre face à leurs responsabilités. Exactement. Le problème, c'est que dans les pays comme l'Inde, la Chine ou encore la Corée du Nord, les États veulent contrôler, et non pas encadrer Internet, pour rasseoir leur pouvoir et contrôler encore plus la population. Moi, je pense que il faut encadrer, parce qu'il ne faut pas laisser les géants de la tech contrôler aveuglément et dans une liberté totale les réseaux sociaux. Je pense que là, le plus important, comme tu le dis souvent en fait dans le réseau, c'est de recentrer l'utilisateur dans tout ça. Les utilisateurs doivent reprendre le contrôle des réseaux sociaux, et les victimes qu'il peut y avoir sur les réseaux, elles doivent être protégées, tout simplement. Pouvoir au peuple, bordel de cul. Réseau. Bien, merci beaucoup Laurence pour cette enquête en Inde. Juste petite info que j'ai vu passer, ce qui m'a fait un petit peu péter un câble. Tu as parlé il y a quelques semaines, là en ce moment sur Twitch c'est le bordel, pour un tas de raisons. Mais tu avais parlé du bannissement de Twitch des streamers pour les casinos. Oui. Notamment aux États-Unis depuis le mois d'octobre. Maintenant les streams de casinos sont interdits sur la plateforme. Depuis le mois d'octobre. Exact. Il y avait le plus gros streamer casino qui s'appelait Trainwreck,
qui Mhm. jouait beaucoup dans les crypto casinos, stake.com. Là, Exact. il a révélé, il a dit la somme qu'il aurait gagnée en 16 mois de contrat avec les plateformes installées dans les paradis fiscaux là, qui font des casinos avec les cryptos. Il dit qu'il a été payé 360 millions de dollars sur 16 mois. C'est invérifiable, moi je ne peux pas savoir. Alors déjà, le chiffre est totalement déliant. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu 360 millions de dollars qui ont été perdus par les gens qu'il a amenés. Parce qu'en fait, ils sont financés par les pertes. C'est incroyable. Oh, le délire. Incroyable. Ça veut dire, en fait, les 360 millions, c'est ça, ils dépouillent, des gens. Faut bien puisque qu'ils les viennent gens... de quelque part. Bah ouais, les gens perdent de l'argent, ils les récupèrent. Ne jouez pas. Ne jouez Je pas. pense que c'est mieux. Enfin, jouez à la bataille. Voilà. Pokémon, la bataille. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.